Moi, je suis né le 20 juin 1927 à Nancy, et de parents juifs d'origine polonaise. Mon père était venu en France travailler dans les aciéries lorraines à la suite de la Première Guerre mondiale, où il y avait un grand déficit d'hommes en France. Alors il l'avait fait pour deux raisons. La première, c'est qu'il était venu travailler. La seconde, c'est que comme juif, il voulait... Et après la création de la nouvelle République polonaise, il ne voulait pas servir dans l'armée polonaise, où d'abord les juifs étaient maltraités, et ensuite le service militaire durait 7 ans. Après quoi, mon père s'est fait naturaliser, et quand je suis né, donc j'étais par naturalisation de mes parents français d'origine. Alors ils ont essayé de nous envoyer, nous les garçons, comment ça s'appelait ça, le Cheder, c'est-à-dire l'école juive, qui avait lieu tous les jeudis, mais ça n'a pas marché, et nous, on était plutôt des mômes de la rue. Parce que nos parents étaient sur le marché tout le temps, et nous, on traînait dans la rue, on faisait partie de la bande des petits mômes, parce qu'on était petits, hein, de la rue des Ponts à Nancy. Mon père ne parlait jamais politique, on était au courant de rien, on n'était même pas au courant de ce qui se passait en Pologne, et il ne nous avait jamais parlé de ce qui s'était passé en Russie, avec la Révolution et tout ça, rien. Il faut dire qu'on était tellement, on vivait tellement chacun dans son domaine, moi avec mes copains à jouer dans la rue, l'école, que finalement ça nous passait par-dessus la tête. La différence entre 1940 et la venue à Roanne et 3 ans après, c'est que d'abord, j'avais plus de 12 ans, j'en avais 15. Ensuite, au collège où j'allais, j'étais en butte à des jeunes influencés par la propagande qui me cherchaient des poux dans la paille. Et donc, ça m'avait amené à réfléchir un peu sur ce qui se passait. Et finalement, le jour où mon frère aîné a quitté la maison pour aller à Lyon, ça m'a un peu travaillé. Et à mots couverts, j'ai compris qu'il allait à Lyon, soi-disant pour travailler, mais en réalité, il allait pour participer à la résistance. Comme j'avais compris que mon frère il faisait des choses à propos de la résistance, on n'appelait pas ça comme ça. Enfin, je m'étais mis dans la tête d'aller à Lyon aussi. Alors je lui avais demandé d'abord s'il était d'accord, et après avoir longuement discuté avec lui, il a dit qu'il était d'accord et qu'il allait s'arranger pour que je puisse aller à Lyon. C'était donc ça, l'été 43. Je suis arrivé à Lyon, donc mon frère m'a emmené et il m'a donné la chambre qu'il occupait. Alors lui, il s'appelait à l'époque Chevalier Maurice, sans allusion évidemment. Et du coup, il m'a fait faire une fausse carte d'identité au nom de Chevalier Max. En réalité, lui, il s'appelait donc Chevalier Maurice. Et son nom de guerre, comme on disait, c'était Luc. Il était donc connu sous le nom de Luc. Et moi, il m'a mis en contact dès mon arrivée avec un copain. Alors ce gars-là m'a dit, bon, bah, faut que tu prennes un nom de guerre. Je lui ai dit, ah bon, oui. Il me dit, bah, écoute, tu t'appelleras Gustave. Alors donc je me suis appelé Gustave, et il y a encore des gens, d'ailleurs le gars qui m'a appelé tout à l'heure au téléphone, il m'appelle toujours Gustave. Pourtant, Dieu sait si la Seine a coulé depuis. Donc, il me dit, tu t'appelleras Gustave, et je te donne un rendez-vous
avec les gens du triangle auquel tu vas appartenir. Un triangle, pour moi, c'était plus de la géométrie qu'autre chose. Bon, triangle, alors il m'a expliqué, oui, on est organisé en triangle, on ne se connaît pas autrement que par son nom de guerre, et il ne faut pas chercher à connaître ni à rencontrer en dehors des rendez-vous, etc. Alors moi, c'était, pour un homme de mon âge, je voyais un peu, ça fait très D'Artagnan, Don Quichotte, etc. Bon, alors on est un peu inconscient hein, quand on a 16 ans. Et moi, j'ai surtout participé au début à des distributions, des lancers de tracts. On lançait des tracts, on collait des papillons. D'ailleurs, dans le recueil bleu, il y a une feuille avec les papillons qu'on avait sortis là. Alors c'était quand même pas facile parce que c'était des papillons sur papier, il fallait couper les feuilles, se trimballer avec des seaux de colle, hein, il n'y avait pas les choses comme aujourd'hui, un pinceau, et on se baladait à 2 ou 3, quoi, hein, pour essayer, alors des grands imperméables pour cacher le seau de colle, etc. Bon, c'est ce qu'on faisait au début. Et puis, il y a eu en même temps l'apparition d'un certain nombre de documents comme notre bulletin, notre journal, on l'appelait pompeusement notre journal, c'était un bulletin aronéotypé, c'était déjà un exploit de le sortir à l'époque. Le copain qui l'imprimait, c'est lui, ce camarade-là, c'est lui qui imprimait dans une imprimerie clandestine à Bron nos journaux clandestins, et nos tracts, etc. D'ailleurs, à 24 heures près, ils ont échappé à la milice. Ils occupaient une maison à Bron, ils ont été dénoncés. Je ne sais pas comment ils ont su, mais ils se sont évadés de là, partis de là, et l'imprimerie a échoué quelque part à la Croix-Rousse, rue d'Enfer-Rochereau. Il y avait une autre imprimerie clandestine d'ailleurs au Brotteau. Enfin, on appelait imprimerie, c'est un grand mot imprimerie, c'était une machine à écrire, des stencils et une Ronéo, hein, c'était ça l'imprimerie clandestine. De la même façon qu'on avait pour les faux papiers une préfecture. Alors la préfecture, c'était un copain plus habile que les autres qui savait tripoter les papiers, etc., qui créait les fausses cartes d'identité. Quand les nazis ont sorti la fameuse affiche rouge, on passait des grands moments de nuit à inscrire dessus « Mort pour la France », des choses comme ça. On a même sorti un numéro de notre journal Jeune Combat qui était titré sur justement la connaissance. D'abord, la révolte du ghetto de Varsovie, qui a été un événement fabuleux, et puis la connaissance des camps par l'intermédiaire des messages qui nous parvenaient de Moscou et de Londres. En particulier le fameux appel lancé par les écrivains juifs soviétiques. C'est un appel qui a eu une grande résonance dans le monde entier, hein, avec des écrivains tout à fait exceptionnels comme Ilya Ehrenburg et d'autres, quoi. Donc on a eu connaissance de ça, mais on n'avait pas la conscience de ce que c'était en réalité. Hein, on savait qu'il y avait ces choses-là, mais on ne se rendait pas compte de la gravité de la chose, du massacre systématique et voulu. D'ailleurs, moi j'avais pas du tout connaissance de cette fameuse conférence de Wannsee où ils avaient décidé la solution finale de détruire tous les juifs du monde, quoi, du monde. D'ailleurs, enfin, bon, je ne veux pas dire qu'ils y sont parvenus, mais ils en ont massacré quand même pas mal. Pas mal de millions, oui. En femmes, enfants, vieillards. Oui, un jour, j'avais un rendez-vous avec un adulte, donc un homme de l'UJRE,
pour récupérer du matériel. Le matériel, c'est les tracts, hein, à l'époque. Au moment où il m'a donné le paquet de tracts, il y a un barrage de miliciens qui s'avançait. C'était les débuts de la milice à l'époque. Enfin, dans sa phase la plus ignoble, quoi. Alors, un barrage de miliciens, il tenait toute la chaussée. Et avec mon copain, on s'est réfugié. Il y avait une pissotière, là. On achetait tous les tracts dans la pissotière, puis on est ressorti. Et moi, ils étaient à la hauteur de la pissotière, je suis sorti, et avec mon cartable sur le dos, ils m'ont rien demandé. Par contre, ils ont demandé les papiers de l'autre copain, mais il était en règle, entre guillemets. Et donc, on a ainsi échappé à ce qui aurait pu être dramatique. Hein. Parce qu'avec la milice, il fallait mieux pas y mettre les mains, hein, ni les doigts. Les chefs avaient décidé qu'on devrait saboter empêcher de sortir les tramways, parce que c'était des tramways à l'époque, les tramways des dépôts, pour marquer un grand coup. Bon. Alors, il y avait deux façons d'empêcher les tramways de sortir. Il y avait pour le dépôt de la place Jean Massé, mettre du ciment dans les aiguillages assez tôt pour qu'ils sèchent et empêcher les aiguillages de fonctionner. Donc les tramways ne pouvaient pas sortir. Moi, j'étais affecté au groupe qui allait à Vèze, où il y avait un grand dépôt de tramway. Et nous, là, il avait été décidé de détruire des poteaux qui soutenaient les lignes aériennes des tramways. Parce que tous les tramways qui sortaient du dépôt passaient sur ce pont pour rejoindre la ville. C'était le pont dit pont de Serein. Alors, il y avait des gros poteaux comme ça qui supportaient les lignes aériennes pour que les tramways puissent circuler à l'époque, hein, parce qu'il y avait une perche. Alors, l'ennui, c'est qu'on n'avait pas assez de plastique. Alors, on a mis du plastique sur tous les poteaux, seulement on n'en avait pas assez pour entourer complètement le poteau. Alors ça, c'est drôle. Donc, on a mis ce plastique, on a mis les détonateurs, et on s'est sauvé. On ne s'est pas sauvé, on est allé se mettre à l'abri parce qu'il était 5 heures du matin. Donc, on attendait. On avait réglé les détonateurs pour 5 heures du matin. Et à 5 heures du matin, ça a explosé. Ça a fait un bruit extraordinaire. Et on se régalait, on était contents. Ah, ça a marché, notre affaire. Et quand on est sorti, on a vu que les tramways circulaient normalement. Parce que les poteaux qui sont creux avaient tous des trous à l'endroit où on a mis le plastique, mais ils étaient restés debout parce qu'on n'avait pas eu assez de plastique. Le plastique, c'est un explosif, hein. Ce n'est ni plus ni moins qu'un explosif pour le faire exploser, il faut un détonateur. C'est un détonateur une espèce de stylo dans lequel il y a un produit chimique qui, à un moment donné du réglage du détonateur, rentre dans le plastique et le fait exploser. Voilà. C'est ça, hein, le plastique. Le pistolet de 6,35 m'a été donné pour une action qu'on avait faite de prise de parole devant une usine. Et je ne sais pas comment ça se fait, mais l'agent de liaison chargé de récupérer les armes n'était pas passé. Donc j'avais gardé ce pistolet avec quelques balles, quoi. C'était un 6,35. Vous savez ce que c'est, un 6,35 ? C'est un pistolet à tirer dans les coins. C'est-à-dire vous visez à droite et la balle part à gauche. C'est ça le 6,35. C'est-à-dire c'est tout à fait... Enfin, c'était un... J'exagère quand je dis ça, mais c'est un peu comme ça, quoi. Il valait mieux ne pas s'en servir, sauf à bout portant. Sauf à bout portant. Mais ça, je ne l'ai jamais fait. Alors, ce revolver, je l'ai conservé. Et du coup, mes camarades m'ont demandé de faire des démonstrations de maniement d'armes. Alors, ça s'est passé j'en ai fait plusieurs, avec des nouveaux camarades qui arrivaient. Et
je les avais emmenés dans un local qu'on nous avait mis à disposition. Et là, j'ai donc fait la démonstration, j'ai démonté l'arme, remonté, comment on chargeait, comment on mettait le chargeur. Le système, il est à peu près le même hein, pour toutes les armes de poing. Le chargeur qu'on rentre dans la crosse, etc. Puis même une fois, il y a eu une balle était restée dans le canon et heureusement, quand j'ai appuyé sur la gâchette, elle est allée dans le parquet, qui était un parquet en bois. Vous savez, ça fait pas beaucoup de bruit, une 6,35. Il n'y avait pas eu personne à bouger. Mais genre, ça aurait pu être grave. Mais enfin bon, il n'y a rien eu de grave, heureusement, parce que je tenais le revolver braqué en direction du plancher. On s'est procuré des armes, quelquefois, d'une manière violente. Je me souviens qu'on a désarmé le policier de faction devant le Grand Hôtel à Lyon. Il était de faction parce que le Grand Hôtel était occupé par les Allemands. Donc il y avait un flic de garde devant et on est allé le désarmer. Bon, il n'a pas trop... Il était un peu embêté, quoi, mais on est allé le désarmer. Mais on a fait des désarmements plus violents, hein, parce qu'il y en a qui ne voulaient pas. Mais enfin bon, on a récupéré quelques armes, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Hein. Mon frère, il était permanent, c'est-à-dire qu'il était appointé par l'organisation, si on peut dire appointé. Hein. Parce que ça, c'était une autre affaire. Ils touchaient une petite somme quand ils arrivaient à avoir des sous. Alors, ça, c'était pas fréquent. Alors, je ne sais pas d'ailleurs comment. Mais, par contre, il était en liaison avec les FTP, et les FTP organisaient des razzias dans les mairies pour récupérer des tickets d'alimentation, des cartes d'identité, des tampons encreurs, et des choses comme ça. Et donc, par l'intermédiaire des FTP, il recevait des tickets d'alimentation et il les dispatchait comme ça. C'était ça, sa solidarité. On a formé des détachements, on a commencé à construire des barricades, il y a eu tout un tas de choses qui se sont faites. Et moi, j'avais une vingtaine de gens de Villeurbanne sous ma houlette. Mais je ne savais ni quoi faire, ni quoi dire. D'abord, ils me demandaient tous des armes, alors que moi, j'avais mon petit pistolet, là, mon 6,35, le pistolet à tirer dans les coins, là. Et on n'avait pas d'armes. On n'avait même pas d'armes pour nous, alors. Donc, on est allé, on a constitué ces groupes. On a tenu 3 jours. 3 jours. Et le troisième jour, les Allemands sont venus avec des tanks. Et ils ont commencé à tirer dans les maisons, à tuer les gens. Donc on s'est replié, on n'était pas en mesure de... Il y a un groupe qui est allé à Vénissieux, un groupe qui est allé à la Croix-Rousse, qui a d'ailleurs investi la mairie de la Croix-Rousse et viré les édiles collaborationnistes, et un groupe qui est allé dans l'Isère, dont j'ai fait partie. Je raconte ça en détail d'ailleurs, il y a la bataille de Pusignan, le départ des dernières unités allemandes, etc. Le refus des Américains de venir nous donner un coup de main alors qu'ils étaient à quelques encablures. Enfin, ils n'avaient pas d'ordre, hein, je ne discute pas là-dessus. Mais enfin, ils ne sont pas venus, quoi, nous aider alors que le régiment allemand qui s'enfuyait, en quelque sorte, on aurait pu très bien en venir à bout. Mais bon, donc il y a eu cette insurrection de Villeurbanne. Mais Lyon, il a fallu attendre quelques jours quand même, parce que les Allemands ont fait sauter les ponts en se retirant. Et j'ai quand même un souvenir, c'est qu'il y avait pour faire une passerelle provisoire sur un des ponts principaux, c'était des prisonniers de guerre russes, soviétiques, libérés, qui sont entrés dans l'eau glaciale et qui ont construit cette passerelle provisoire.
C'est ce que j'ai vu après, hein. Moi je n'y étais pas. À ce moment-là, il s'est constitué ce qu'on a appelé le premier régiment du Rhône. Ce premier régiment du Rhône, dont vous avez vu tout à l'heure la photo avec l'école des cadres dans laquelle j'étais, était constitué exclusivement de résistants. Et il y avait une compagnie juive. Non, ce n'était pas une compagnie juive. Il y avait une compagnie où il y avait surtout des résistants juifs. Hein. J'étais malade. Et en fait, j'avais attrapé du mal. Et quand je suis rentré à la caserne, je suis allé directement à l'infirmerie. Ils m'ont hospitalisé. J'avais attrapé un point de pleurite. Je ne savais pas ce que c'était, moi. Mais enfin, c'était dans les poumons, quoi. Et ça m'a beaucoup affecté, parce que le lendemain, le régiment qui avait été rebaptisé, parce que entre-temps, ce qu'on appelait les culottes de peau était revenu dans les casernes, c'est-à-dire les officiers d'active, les vrais militaires. Et ils n'avaient eu de cesse que de faire disparaître cette unité singulière, composée d'étrangers, de juifs et de résistants. Alors ils l'avaient fait baptiser 127e FTA, c'est-à-dire 127e régiment des forces terrestres alpines. Et ils ont expédié le régiment dans les Alpes, vers Briançon. Ils n'ont rien eu à faire, hein, rien. La guerre n'était pas finie, mais ils n'ont rien eu. C'était simplement pour s'en débarrasser. Et là, je devais aller avec eux, évidemment, et je n'ai pas pu. Fort heureusement, il y a une circulaire ministérielle qui est parue, disant que les jeunes de moins de 18 ans qui étaient engagés, s'ils voulaient se libérer, on les libérait tout de suite avec une prime de 3 000 francs. Comme je n'avais pas encore 18 ans, je suis allé tout de suite voir dans les bureaux, et effectivement, on m'a libéré, on m'a donné les 3 000 francs. Voilà comment ça s'est passé. Je suis toujours membre du Parti communiste, et je le suis donc depuis ce mois de septembre 1943. C'est toute une vie. Et je n'ai pas l'intention de le quitter, même y compris si j'ai eu par moments des difficultés. Alors, cela étant, avec mon épouse, nous sommes restés des militants sérieux, parce que j'ai mené de front simultanément mes activités de militant communiste. J'ai travaillé dans la presse communiste à Lyon et à Paris à l'Humanité. J'ai participé activement à la fête de l'Humanité et j'en ai été un des dirigeants. J'ai même agi avec beaucoup je crois, de réussite pour la Cité internationale de la fête de l'Humanité. J'ai agi pour la reconnaissance de notre mouvement de la clandestinité, indépendamment des questions politiques, simplement pour la reconnaissance de notre mouvement, et on a fait beaucoup de choses d'ailleurs. Et enfin, j'ai un hobby, c'est l'architecture médiévale. Oui, je pense qu'il est important de ne pas oublier ce qui s'est passé, en particulier la barbarie qui s'est emparée d'un peuple et qui a mené cette barbarie à un niveau jamais atteint dans l'humanité, qui ne sera sans doute jamais atteint, pour la destruction finale, totale, de tout un peuple, uniquement parce que ce peuple était juif. Je veux aussi dire qu'il est important, indépendamment de cette question, que l'on se rappelle bien que dans le concert général de la résistance, aux côtés de toutes les formations qui ont agi pour la libération de la France, il y a eu des organisations importantes
d'origine juive qui ont œuvré et qui ont lutté pour la libération de leur nouvelle patrie.